السادة الكرام، صباحكم سعيد. بداية أعتذر بالنيابة عن السيد العميد الذي تعثر عليه هذا الصباح لطارئ خاص به، وأرحب في نفس الوقت بالسيدين السي عز الدين زريبة والسيد رشيد النووي من الجامعة لإقبالهم وللتعامل مع مستجدات التعليم عن بعد. طبعا هذا اللقاء هذا تأتي في هذا السياق تجريد تفعيل تحسين التعليم عن بعد كنكسب بالنسبة للجامعة المغربية ككل. الموضوع ديال هذا اللقاء هذا باختصار شديد هو جواب على السؤال التالي: كيف التعامل مع المنصة الإلكترونية في الجامعة بشكل يسهل أهداف التعليم عن بعد بالنسبة لمؤسستنا. فإذا شكرا للإخوة على قبولهم هذه المبادرة، وأتمنى لهذا اللقاء كامل التوفيق والشكر. السلام عليكم. دونك كما سيدنا العميد هضر على التكوين اللي نديرو، دونك انا كنشوفكم c'est plutôt un atelier qu'une formation. Donc ce qu'on va faire, on va présenter les outils que nous avons installés en vidéo au niveau de la présidente de l'université. Et ça, c'est la page d'accueil de la plateforme. Donc nous avons essayé de mettre ici une vidéo qui a été développée par le service de communication de la présidence de l'université qui montre l'application sur les smartphones mobiles de Moodle. Donc c'est une vidéo qui explique un petit peu comment installer l'application mobile sur un smartphone, sur un téléphone ou une tablette. Et un ordinateur, non? Non, ordinateur, plutôt c'est web. C'est bien un ordinateur. Vous utilisez votre browser, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, et vous y accédez avec l'URL fad.uni.c. Pour l'application, c'est une application pour le mobile, donc sur smartphone ou sur une tablette. Donc il a un avantage, c'est que il y a des choses qui marchent très bien sur cette application. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir sur l'application, ça veut dire qu'ils vont être ouverts sur le navigateur du smartphone de l'utilisateur ou de la tablette. Par exemple, les vidéos, si les vidéos sont publiées sur YouTube, donc quand on clique, ils ne vont pas s'afficher sur la plateforme, mais plutôt il va ouvrir par exemple YouTube pour les visionner. Mais l'avantage, c'est que pour l'étudiant, il peut synchroniser ses cours. Si ces cours-là, où il est inscrit, il y a des ressources, des fichiers PDF, etc. Et il a la possibilité d'avoir accès au Wi-Fi quelque part, dans un café, par exemple à la faculté aussi. Donc il peut télécharger ces ressources-là. Elles vont être stockées sur son smartphone. Il pourra les utiliser en mode asynchrone par la suite. Donc, tout dépend bien sûr de la capacité mémoire qu'il a de stockage sur son smartphone. Donc, les autres choses qu'on peut trouver sur la page d'accueil de la plateforme, c'est qu'il y a des liens vers ce qu'on appelle le support. Nous avons un site support, comment récupérer l'adresse mail académique, qui sont les possibilités qu'on a qui sont mis à. C'est-à-dire qu'on peut avoir des services dont on peut bénéficier avec le compte académique, l'inscription, la préinscription et la réinscription des étudiants. Et après, donc je vais revenir là-dessus. Et après, nous avons organisé, donc bien sûr, on fait des rencontres et des formations avec les équipes techniques des établissements. Donc nous travaillons en concertation avec ces équipes techniques. D'ailleurs, c'est un lieu où on se voit souvent. Quand il y a des choses techniques, il faut discuter. Donc nous avons opté pour cette structure pour que ce soit la plus intuitive
pour les étudiants. Donc là, les catégories, donc nous avons les établissements. On rentre à l'intérieur d'un établissement, on va trouver les types de diplômes, et à l'intérieur du diplôme, donc on va trouver des semestres et ainsi de suite pour que ce soit intuitif pour les étudiants. Après ici, c'est des raccourcis à gauche qui pointent vers des catégories des cours et les utilisateurs, comme vous voyez, donc les étudiants qui sont en ligne actuellement, qui utilisent la plateforme. À ce moment-là, c'est 106. Apparemment, les étudiants ne se réveillent pas tôt, mais après, dans l'après-midi, le chiffre, le nombre de connectés va être plus intéressant que ça. Alors, comment se connecter à la plateforme? Donc, il y a tout ce que nous avons vu ici, c'est-à-dire je rentre à l'intérieur d'une catégorie, je parcours, etc. C'est des choses qui sont publiques. Mais pour accéder au cours, ça dépend de l'inscription, bien sûr. Donc, il faut se connecter. Donc, le menu connexion, il est en haut à droite. Autre chose, donc pour la langue, à gauche, par défaut, c'est en français, mais la plateforme, il est multilingue. Il est en anglais, en français, en arabe, mais je pense que la faculté ici, quelque chose que nous avons peut-être oublié, c'est que les formations qui sont dispensées en espagnol. Oui. Donc, ça peut être intéressant aussi d'ajouter la langue espagnole pour les gens. Donc, quand on clique, donc, on est redirigé vers le centre, ce qu'on appelle le centre d'authentification centralisée. Donc, l'idée de ça, c'est que, avec le compte académique, on accède aux emails, à la boîte email qui est une boîte email Gmail sur Google, avec une différence bien sûr par rapport à la boîte email que peut avoir n'importe qui, Gmail. C'est-à-dire, même si vous avez un truc @uni.c ou uni pour les étudiants, uni.uni.c.ma, c'est toujours une boîte Gmail, mais avec plus de fonctionnalités que les boîtes Gmail des utilisateurs lambda. Donc, ce compte-là, il permet d'accéder aux mails et aux boîtes email et aux services. Parmi les services, celui que nous présentons aujourd'hui, c'est la plateforme d'enseignement à distance. Alors, pour ces comptes, je pense que normalement, ce qui posait que tout le monde a déjà récupéré son compte académique. Si ce n'est pas le cas, donc vous avez une plateforme à votre disposition, accessible sur le lien suivant apps1.uni.c.ma/search et vous atterrez ici. Sinon, ces liens-là, vous les trouvez sur le site de l'université. Donc là, après, les utilisateurs, ils peuvent récupérer son compte académique, que ce soit enseignant-chercheur ou personnel administratif, ou étudiant, doctorant. Donc ça va se faire de la même façon, avec des données différentes, bien sûr. Alors pour les enseignants et le personnel administratif, c'est déjà créé parce que ça ne bouge pas trop comme par rapport aux étudiants qui se rendent à chaque année, donc ça change, il y a du nouveau, il y a des gens qui partent. Bien sûr, il y a des nouveaux recrues, mais la main, donc les établissements, ils ont la main de créer de nouveaux comptes. Donc c'est un présent avec nous. Donc il y a une plateforme qui permet de créer des comptes pour le personnel administratif et les enseignants, chercheurs. Les nouveaux, les anciens, leurs comptes sont déjà créés. Alors pour les étudiants, donc les étudiants, pour les étudiants, l'enseignant bien sûr est toujours en contact avec les étudiants, donc il se peut qu'un étudiant ne sait pas comment récupérer son compte, il va poser la question comment faire pour accéder, normalement au moment de l'inscription. Donc les étudiants passent par la plateforme ETSIG qui s'appelait préinscription avant,
Donc, quand il s'inscrit à l'établissement, automatiquement son adresse mail elle est créée de façon automatique. Donc, s'il revient ici, il se reconnecte après son inscription, donc il aura une information pop-up qui va sortir pour lui affichant son adresse mail et le mot de passe par défaut. Sinon, il peut toujours le récupérer sur la même plateforme que j'ai présentée tout à l'heure. Donc là, on est, ça veut dire, concernant ce point, notre système il est stable, ça veut dire que nous avons, je peux dire, à peu près 95% des étudiants, ils ont leur adresse, leur compte académique, sans problème. Donc, autre chose, nous avons mis aussi un site support qui explique un peu l'ensemble de ces outils-là. Donc, qui peut être, le lien, il est sur la page d'accueil de la plateforme. Et nous avons essayé de faire, avec l'aide du service de communication, des capsules explicatives en français et en arabe. Pour les gens qui ne maîtrisent pas tout en français. Donc, pour se connecter, vous utilisez la même adresse, votre adresse mail. Je passe la main à mon collègue, donc il va expliquer un peu le fonctionnement de la plateforme. Tous les liens utiles sont accessibles à partir du site de l'université, dans l'arrivée menu service en ligne. Donc là, vous avez tous les services en ligne mis à la disposition des enseignants et des étudiants. Donc, la plateforme vacation, e-learning, donc e-learning pour accéder à la plateforme d'enseignement à distance, Express, donc c'est une plateforme des TP virtuels pour les étudiants de la faculté des sciences, les comptes académiques pour récupérer les comptes académiques, donc production scientifique pour la plateforme des publications scientifiques, production scientifique de l'université, les préinscriptions et réinscriptions, etc. Donc je reviens à la plateforme d'enseignement à distance. Donc je suis connecté à mon compte, donc il y a un raccourci ici, mes cours, donc ce sont les cours à laquelle je suis inscrit. Donc, si je suis étudiant, si je suis un enseignant, donc vous trouvez ici les cours, donc les cours affectés, donc les cours à laquelle ils sont affectés. Bien, si je suis étudiant, donc je trouverai ici les cours auxquels je suis inscrit. Il y a un raccourci ici, donc comme j'ai dit, sinon je peux accéder au cours à partir de la structure créée. La structure créée depuis la faculté, donc c'est l'établissement, le diplôme, après c'est licence fondamentale, filière SMS. Donc septembre c'est à Lille. Donc la structure a été créée à 100%.
reste l'affectation des cours aux enseignants. Alors, pour pouvoir faire cette opération, il faut se connecter au moins une fois pour que l'administrateur puisse affecter le cours aux enseignants. Donc, il faut se connecter à la plateforme au moins une fois pour pouvoir, comme je dis, affecter le cours. Donc, je suppose, donc j'ai créé un cours pour faire une démonstration à l'usage de la plateforme Moodle. La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut activer le mode édition. Donc, ici, vous voyez que le bouton activer le mode édition pour pouvoir gérer et modifier le contenu du cours. Donc, après avoir activé le mode édition, donc, vous voyez que les boutons modifiés apparaissent dans la structure. Alors, par défaut, la structure le cours, une fois créée, donc il y aura des chapitres, en fait, ou bien des sections, parce que le cours est créé automatiquement selon la structure des chapitres, mais sinon, dans le paramétrage du cours, il y a toujours la possibilité de présenter le cours sous forme de semaine. Donc, il y a deux modes de présentation du cours, soit par section, on appelle les sections, il y a les chapitres, ou bien les semaines, pour les gens qui travaillent avec les semaines. Donc, pour modifier le mode de présentation, il y a un petit trou ici, donc le paramètre du cours. Donc, cliquons sur paramètres. Alors, il y a, vous voyez ici, c'est le nom ou bien le titre du cours. Donc, vous aurez là pour modifier le titre du cours. C'est le nom abrégé, le mot abrégé du cours. La date de début du cours, donc la date de début du cours, et la date de fin. Donc après, si par défaut il est désactivé, ici vous activez cette date, après cette date, le cours ne sera plus accessible par les étudiants. Résumé de cours, donc vous pouvez écrire un résumé de cours, description, les objectifs de cours, le plan peut-être de cours, etc. Donc l'image de cours, donc vous voulez mettre une image pour le cours, et le format du cours, ici, donc, soit par thématique ou bien par hebdomadaire, par les activités uniques. Donc il y a plusieurs modes de présenter le cours. Donc, le plus connu, c'est soit par thématique, vers les chapitres, ou bien hebdomadaire, selon les semaines. Alors, pour moi, ce cours est présenté sous forme de chapitres, donc de sections. Ici, j'ai créé les chapitres de ce cours. Donc, pour moi, j'ai un chapitre introduction générale. Pour chaque chapitre, je peux mettre une description du chapitre. Et ce chapitre contient des ressources. On verra par la suite les types de ressources qu'on peut ajouter à ce cours. Alors, donc il y a pour modifier le titre de la section du chapitre, il suffit de cliquer sur ce bouton, cet écran. Donc vous aurez la main pour changer le texte. Et vous cliquez sur Entrée pour changer le titre. Alors, pour ajouter ce qu'on appelle des activités. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre ou bien ajouter des supports de cours. On verra par la suite. Là, c'est live. Donc, il y a un live pour les gens qui veulent utiliser Google Meet. Donc, il y a possibilité d'intégrer Google Meet pour faire des visioconférences avec les étudiants dans le monde. Là, il y a des enseignants qui travaillent avec Google Meet, donc on pourra voir la configuration de Google Meet avec moi. Donc, je reviens à cette partie. Alors, le support de cours, donc si je veux mettre des
du support numérique sous format de fichier, ou bien une vidéo, enregistrer vidéo, ou quel que soit le support numérique. Alors pour ce faire, je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Donc, toujours toutes les activités sont accessibles à partir de ce lien. Ajouter une activité en ressource, il y a les types des activités que je peux ajouter. Alors, là, je veux ajouter des fichiers numériques. Donc, il y a le type d'activité fichier. Donc, je choisis le type fichier et l'ajoute. Je clique sur ajouter. Il y a des paramétrages à saisir ici. Donc, c'est le nom qui sera affiché la structure de cours. Donc, ce sera le nom du fichier. Une description, une description du fichier et les fichiers. Ici, donc, là, je clique sur fichier, déposer un fichier, choisir un fichier et je choisis le fichier. Donc, tous les formats sont acceptés, que ce soit un fichier Word, PDF, Excel, fichier Excel, etc. Toutes les extensions du fichier sont actives. Donc, je clique sur déposer le fichier et sur enregistrer. Donc, vous voyez le fichier avec le titre test que j'ai saisi. Donc, il est ajouté au chapitre à cette section. Il y a une fonctionnalité très importante, c'est que je peux cacher des sections pour les étudiants. Donc, je peux créer toute la structure de mon cours, mais je veux que les sections soient visibles une par an. Donc, pour qu'elles soient accessibles ou bien présentées d'une façon pédagogique. Je ne veux pas que les étudiants voient toute la structure de cours, tous les chapitres, mais je peux alimenter à l'avance et configurer à l'avance mon cours, mais le moment où je veux désactiver ou bien afficher cette section, il y a possibilité de faire cacher la section. Donc si je clique sur cacher la section, donc cette section ne sera plus visible par les étudiants. Et pour l'afficher, je clique sur afficher. La même chose pour les activités, toujours cette fonctionnalité valable pour toutes les activités. Donc si je veux que cette activité ne sera plus visible, donc je clique sur cacher, ne sera plus visible par les étudiants. Alors, pour le live, donc, ou bien pour intégrer Google Meet avec la plateforme d'enseignement à distance. Donc déjà pour configurer Google Meet, il faut se connecter avec le compte académique, le compte Gmail académique et créer un lien Google Meet et le configurer et par la suite l'intégrer. Donc, je vais connecter avec mon compte. Donc une fois qu'on connecte avec le compte Gmail, dans la partie agenda, donc sur la partie agenda, et vous cliquez sur Create, donc créer un événement. Donc on va créer un événement et donner par la suite un titre, l'événement. Donc le titre, généralement, sera le nom de la classe, par exemple, c'est une classe, je ne sais pas, le master. Culture. MK. Culture. Culture.
Et je fais cet événement sera donc, selon la séance, ou bien la séance de cours, donc du 8h30 ou 8h à 10h, okay. Elle sera répétée d'une façon hebdomadaire. Alors, weekly, et je vais l'associer au Google Meet. Donc je clique, il faut activer cette fonctionnalité à Google Meet sur vidéoconférence. Alors, maintenant, pour configurer, c'est configuré par défaut l'horaire GMT plus 1. Alors, si c'est repeat on, donc selon l'emploi du temps des comptes, par exemple, c'est la séance donc fut le lundi, le mardi plutôt, donc le mardi, hence, donc c'est la date de fin du cours, sinon, donc par défaut, il est désactivé, sinon, c'est la date de fin du cours, donc c'est en décembre, en janvier 2021. Sera répété le mardi, donc il y a quand même d'autres jours. Donc vous spécifiez ou bien vous paramétrez le cours selon le du temps. Okay. Une fois fait, donc je clique sur Save et vous voyez ici donc l'événement ou bien est créé selon la configuration saisie. Alors, et je récupère par la suite le lien de Google Meet à intégrer dans la plateforme d'enseignement à distance. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Donc, je clique et il revient de la plateforme. Je clique sur Ajouter et je l'ajoute comme URL. Donc, URL parce que c'est un lien. C'est un lien, je clique sur Ajouter. Maintenant, le nom qui sera le nom et le lien. Donc je mets le lien ici. Là, c'est le cours en ligne. Et je clique sur. Alors ce lien, il est paramétré, il est configuré. Les étudiants, une fois les étudiants accèdent le cours, donc je vais désactiver le cours, le mode édition plutôt, et je clique sur le bouton vert. Donc une fois cliqué ici, donc il sera accessible par les étudiants. Maintenant c'est le paramétrage des caméras, donc si vous voulez, l'enseignant activer la caméra, le micro. Une fois cliqué sur la réunion, donc les étudiants automatiquement titrent, donc participent à la session. Comme ça, c'est une séance visioconférence avec l'enseignant et les étudiants inscrits le cours. À noter ici, c'est que ce service permet à 150 connexions des étudiants. 150 étudiants qui peuvent se connecter en ligne. Donc c'est pour ça cette fonctionnalité peut-être pourra être utilisée par les effectifs réduits, les groupes de licence professionnelle ou bien master. Et sinon pour les
licence fondamentale. Donc vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité parce qu'il est limité en termes de nombre de connexions simultanées. D'accord. Alors, donc, vous pouvez déplacer l'ordre des activités. En glissant sur cet écran, je peux donc modifier l'ordre des activités, donc la barre des activités. Ce qu'on peut voir comme activité aussi, c'est je peux créer un dossier, dans lequel je peux mettre les fichiers. Donc un ensemble de fichiers, quand j'ai un ensemble de fichiers dans un seul dossier. Donc je peux créer un dossier et mettre dedans des fichiers, plusieurs fichiers, qui seront téléchargeables par la suite par les étudiants. Donc, pour mettre des vidéos, j'ai une vidéo enregistrée, soit à partir de YouTube, ou bien, je sais pas, Des vidéos personnelles, c'est possible, des vidéos personnelles. On peut tourner une vidéo pour les étudiants, enregistrer une vidéo et la poster, c'est possible. Oui, c'est possible. Mais à partir de, donc, après avoir enregistré la vidéo, on mettait sur une chaîne YouTube. Il faut la mettre. Et pourquoi passer par YouTube, c'est que pour le volume, non? Pour le volume? Pour le volume aussi et pour la bande passante aussi. Quand vous passez sur YouTube, donc les étudiants vont utiliser la bande passante de YouTube, non plus pas la bande passante de l'université parce qu'il est limité. Mais YouTube, c'est public, c'est public. Tout le monde va avoir accès à ça. Alors, il y a une astuce qu'on a utilisée l'année dernière, c'est que vous pouvez utiliser la chaîne YouTube et la paramétrer non répertoriée, non indexée. Donc les vidéos ne sont pas indexées. Et la mettre la vidéo, le code de la vidéo, le lien de la vidéo, la mettre directement dans la plateforme d'enseignement à distance. C'est-à-dire, seuls les étudiants, bien ceux qui ont le lien direct de cette vidéo, qui pourront voir la vidéo. C'est la suite. Vous pouvez réexpliquer si vous voulez. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez réexpliquer La partie. L'astuce. Alors, l'astuce, c'est que donc, si YouTube. La chaîne Unimodi. Je pense que c'est la deuxième chaîne. Alors, la chaîne créée, Donc l'idée est la suivante. Donc sur YouTube, donc ce qu'on utilise, c'est les gens ne sont pas tous. On crée une chaîne. D'ailleurs, vous l'avez, vous avez une chaîne au niveau de la faculté, et vous mettez les cours suivant une structure sur la même chaîne. Mais avec votre compte académique, vous pouvez créer votre propre chaîne. C'est ce que j'étais en train de dire avant d'arriver à cela, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit une chaîne centralisée, gérée par exemple au niveau de la faculté. Il y a une autre qu'on utilise au niveau de l'université. Nous avons créé une boîte email avec un compte YouTube. Et là, on a mis une chaîne avec les paramètres qu'il faut pour minimiser, ça veut dire restreindre l'accès un peu à n'importe qui,
et on l'utilise. Il y a aussi la possibilité avec votre propre compte. Donc la chose que nous n'avons pas dit tout à l'heure, c'est que votre compte académique, il vous donne la possibilité d'avoir une boîte email avec, il n'y a pas de limite au niveau de stockage parce que les boîtes Gmail, normalement, c'est limité. Hein, si vous ouvrez votre propre boîte Gmail, si vous avez une boîte Gmail en bas, vous allez voir que vous avez un tel espace de stockage qu'il ne faut pas dépasser. Vous avez un accès au stockage qu'on appelle le drive. Le stockage sur le cloud, il est illimité. Et vous avez accès à YouTube. Ça veut dire que vous pouvez créer avec ce même compte, vous pouvez créer votre propre chaîne, hein, avec votre nom. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il y a les deux possibilités. Soit vous déléguez ça au service technique au niveau de la faculté, soit vous pouvez aussi créer votre propre chaîne et vous allez mettre vos vidéos. Alors, je reviens des étapes pour créer une chaîne YouTube. Donc, on se connecte avec le compte académique qui est sur YouTube, donc plateforme YouTube, et vous avez YouTube Studio. Donc, YouTube Studio, c'est la partie, vous voulez, la partie administration des vidéos. Donc, une fois on est sur le studio YouTube, il y a le bouton importer des vidéos. Donc, vous sélectionnez la vidéo. Donc il faut avoir déjà un compte Oui, le compte académique. Donc, académique. toujours avec le compte académique, vous pouvez utiliser ce service. Donc je rentre avec mon compte et je fais YouTube. YouTube, oui. Donc, le compte académique, cliquez sur parmi les services ici. Donc, vous trouverez YouTube. Puis YouTube, sur le bouton, il y a les paramètres de YouTube. Donc, YouTube Studio. Donc, à partir de YouTube Studio, Et importer vidéo. importer la version. Donc, une fois importé, Oui. il y a l'astuce que je parlais tout à l'heure, c'est que, Qu'il soit privé. oui, il faut modifier non répertorié. Non répertorié. Non répertorié. Non répertorié. Non répertorié, ne sera pas indexé par la recherche. Donc, seul il doit être le lien pour les répertorier. Ah, parfait. Donc, par la suite, pour l'intégrer dans le Moodle, cette partie-là, c'est clair. Oui, c'est- importer après importer la display de la chaîne. Donc, les vidéos, non? Tu vas importer la vidéo une fois importée, tu vas par défaut, tu as une visibilité privée. لازم Donc, هذه هي اللي ما تبغيتهاش ما بانتهاش La visibilité. Donc, La la visibilité, quelle est la visibilité? صافي Vous changez la visibilité de la vidéo. Ça, c'est très bien. Donc, donc, le détail, vous pouvez changer le titre via la vidéo, la description et le lien. Donc, le lien maintenant. Donc, soit là ou bien le code. Donc, le code iframe, donc le code intégré toute la plateforme. Et sur partager, donc partager et intégrer. Et vous prenez ce code. Donc, le code copier et l'intégrer par la suite toute plateforme d'enseignement à distance. Donc, toujours activer le mode édition. Alors, j'ajoute une activité. Donc, il a reçu juste la description des chapitres. Je peux utiliser étiquette. Donc, étiquette. Et la partie description du cours, je clique sur ce bouton-là. Donc, ce bouton-là, c'est-à-dire que je vais utiliser le code HTML. Parce que moi, je vais insérer deux codes. Donc, c'est le code HTML. Je clique sur ce bouton et je colle le code HTML et la vidéo est intégrée sur la plateforme. Je peux modifier les paramètres de la taille, la hauteur et la largeur de la vidéo à partir du code
activité type devoir. Vous choisissez devoir. C'est toujours les noms. Donc, le nom devoir. Devoir numéro 1. Description. Description. Fichier supplémentaire, donc si vous avez un énoncé Intégrer. vous voulez intégrer les étudiants. Donc, tous les formats sont acceptés, PDF, Word, Excel, etc. PowerPoint aussi. Et la disponibilité. Donc, le temps de chargement du fichier. Alors, pour définir la date d'autorisation de la remise de devoir. Donc, il est paramétré la date. Bon. La date de remise. Donc, la date, à partir de cette date, les étudiants doivent pour le devoir, doivent mettre le devoir sur plateforme. Et la date limite. Donc, il est par défaut désactivé. Si vous l'activez, après cette date définie, les étudiants ne pourront plus déposer les devoirs. Alors, le devoir, le type de remise, il y a deux possibilités, deux modes. Soit texte en ligne, ça veut dire saisir du texte, s'il s'agit d'un devoir, donc du texte, il va prendre ce forme de texte, ou bien fichier, remise sur fichier. Donc, il va déposer le devoir sous forme de fichier. Et on a des paramétrages, vous pouvez définir la taille du fichier, et les types acceptés. Vous voulez que les étudiants pour les fichiers sous format PDF ou Word. Donc, l'étudiant, une fois qu'il a la date selon le paramétrage supérieur, l'étudiant peut la partie le fichier. L'avantage d'utiliser la plateforme, c'est que vous avez les devoirs répondent le nom de l'étudiant. Le nom, prénom de l'étudiant. Vous avez des les étudiants les devoirs, les étudiants n'ont pas déposer leur devoir. Avec type de fichier prédéfini ou là? Alors, il y en a qui sont définis, déjà prédéfinis, mais en Kénimenev, on peut sélectionner les types de fichiers que vous voulez autoriser. Sinon, par défaut, les types de fichiers sont autorisés. C'est bon pour cette partie de devoir. Une fonctionnalité qui est très importante, c'est comment inscrire les étudiants. Pour créer, comment faire pour inscrire les étudiants, inscrire le cours. Donc, ce que nous avons fait l'année dernière, c'est que nous avons développé une technique qui permet d'inscrire les étudiants d'une façon automatique, en utilisant les cohortes, ce qu'on appelle les cohortes, les groupes des étudiants. Alors, pour activer cette fonctionnalité, les paramètres, toujours la partie plutôt les paramètres plus. Alors, les utilisateurs, il y a les méthodes d'inscription. En fait. Il y a par défaut, c'est l'auto-inscription. Donc, c'est activé. Les étudiants, tous les étudiants connectés par la plateforme seront inscrits sur la plateforme. Donc, si vous voulez inscrire les étudiants d'une façon automatique en utilisant les cohortes, donc il y a parmi les méthodes synchronisation des cohortes. Synchronisation des cohortes. Et tous les cohortes utilisées, créées, et vous choisissez le groupe des étudiants inscrits. Donc, nous avons utilisé une convention, c'est l'établissement, tiré l'abréviation de la filière,
-semestre-le groupe. Alors, comment récupérer l'adresse de groupe? Parce que nous avons utilisé, vous pouvez utiliser l'adresse de groupe pour communiquer avec les étudiants. Donc, tous les étudiants inscrits avec le groupe, donc si vous envoyez une adresse mail, envoyez un mail avec l'adresse du groupe, tous les étudiants inscrits avec le groupe vont recevoir des mails. Alors, nous avons développé une plateforme qui est compte.ime.c.ma. Donc, elle est accessible via le compte académique. La partie groupe, donc, on a le menu. Quand la partie groupe, donc, là, on regarde les groupes liés l'établissement des groupes, créer l'établissement. Donc, la procédure c'est que les étudiants, donc, toi, c'est pour la liste des étudiants, les groupes, donc, semestre, filière, semestre, le groupe de TD ou de TP, nous avons la base de données, une adresse mail sera générée à partir de la liste des caisses pour les noms. C'est-à-dire, une fois relative sur les inscriptions, c'est pour les noms des listes. Donc, la fac 3, on a pour le moment, on a des listes. Si je prends l'exemple de Diane, c'est l'établissement SGES, diplôme, c'est licence fondamentale, droit arabe, semestre 3, et le groupe. Le détail est le groupe, et je vais le détail du groupe étudiant, donc ce sera le groupe d'étudiants. Donc l'idée, c'est qu'une adresse mail est générée. Donc, il y a les étudiants inscrits dans le groupe, ils sont l'adresse du groupe FSGS, donc l'exemple, si je prends l'exemple de FSGS, -ad-s3, donc l'idée, à partir de la plateforme compte, vous cherchez le groupe d'étudiants qui voulaient inscrire la plateforme du cours, on est FSGS tiré par l'exemple FSGS AD S1. La partie cours, ça veut dire que je veux inscrire les étudiants via ce groupe des étudiants. Seuls les étudiants, le groupe qui sera enregistré ou inscrit fin du cours. Donc les étudiants, les autres étudiants, ils ont le titre du cours, mais ils ne sont pas enregistrés. Par contre, il indique désactiver la fonctionnalité de inscription à étudiants connectés à si je les compte le cours. Donc, donc je récapitule, je ne sais pas, c'est une communauté, on appelle le mail. Les adresses mail de groupe. Oui, هذه القضية هذا استعادة حنا في الماستر ايميل جروب صيفطنا لهم دابا باش يحضروا الامتحان ايميل جروبي ايميل واحد فيه الجروب ديال الماستر. Au lieu de récupérer les adresses de vos étudiants un par un. Oui. Donc il y a une adresse, vous envoyez un mail à cette adresse-là, et tous les étudiants qui font partie de ce groupe-là, ils vont recevoir le même mail. Donc c'est ça l'idée d'une adresse mail de groupe. Donc nous, on s'est basé sur les listes qui nous vont être fournis par les services scolarité et services techniques des établissements pour créer. Donc ça dépend du niveau de détail qu'on reçoit de chaque établissement. Donc il y a ceux qui disent que moi, par exemple, j'ai pour la faculté de droit, ils ont, je ne sais pas, les étudiants inscrits en droit arabe S3, c'est l'ensemble des étudiants, ils n'ont pas de section par exemple ou de groupe, mais je peux d'avoir dans un autre établissement des sections, des groupes de TD, des groupes de TT, etc. Donc nous, ça dépend du détail qu'on reçoit comme information, parce que cette information, on ne l'a pas. D'accord ? Une fois on l'a, on l'intègre et automatiquement on génère ces adresses de groupes et ces groupes-là, ils seront étanches pour l'inscription dans la plateforme d'enseignement à distance. Donc ça permet aussi, ça permet en fait
que chaque étudiant, chaque enseignant va inscrire seulement les étudiants, ça veut dire ses propres étudiants, ses étudiants qui l'enseignent. Sinon, c'est des auto-inscriptions, ça veut dire n'importe qui ayant un compte académique, donc il peut s'auto-inscrire, ça veut dire s'inscrire lui-même dans votre cours. Donc c'est ça qui était... Serge, l'accès à la quantité, c'est ça, Excel, chaque établissement. Vous avez accès avec votre compte. Et là, vous aurez seulement les groupes de l'établissement. Et vous avez un annuaire aussi. Excel, Ça change. Chaque semestre, ça change. Ah, donc là, vous avez sur cette plateforme-là, à chaque fois, donc on reçoit les listes, vous aurez les groupes d'une façon en temps réel. D'accord? En plus, vous avez un annuaire. Si vous cherchez, vous voulez une adresse mail d'un enseignant, un collègue par exemple, vous voulez travailler avec quelqu'un, je ne sais pas, du droit ou autre, vous pouvez faire une petite recherche là, vous aurez son adresse mail. Il y a plusieurs d'autres fonctionnalités, d'autres paramétrages avancés bien montés. Je pense que l'essentiel, l'essentiel des activités, il y a pouvoir gérer le contenu des cours. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions chez Haja, peut-être كما طرح الأستاذ أساتذة إذا كانت شي séance voilà, une formation technique, يكون فيها une manipulation. السادة الأساتذة، السادة رؤساء الشباب مؤسسة المسالك، السادة الإداريين، كنشكروا السي عبدي والسي رشيد الناوي وعبرهم كنشكروا رئاسة الجامعة اللي هذه بداية ديال التنسيق في هذا الاتجاه ديال التعميق وديال التيسير وتجويد عمل التعليم عن بعد. فشكرا للجامعة وشكرا للإخوان وشكرا للسادة. ولنا لقاء قادم إن شاء الله، مسائل دقيقة ومضبوطة، وشكرا.